vous vous apprêtez à partir pour le Pérou, que vous aimeriez avoir des conseils pour l'organisation de votre voyage, eh bien, cette vidéo-là est pour vous. Une des premières choses que je fais moi en arrivant dans un nouveau pays, c'est de me trouver une carte SIM pour mon téléphone. On se rappelle que la carte SIM ne contient aucune de vos données personnelles, c'est seulement le contrat qui vous lie à un fournisseur Internet. On a le choix aujourd'hui d'utiliser des cartes SIM physiques ou des eSIM, donc des cartes SIM virtuelles. Les cartes SIM virtuelles, vous pouvez les acheter directement du Canada avant votre départ. Moi, j'utilise l'application AirAllo. Il y a des personnes qui aiment beaucoup les eSIM, il y en a qui ont des moins bonnes expériences, donc c'est encore assez récent comme technologie. Probablement que dans quelques années, ça va être la technologie de référence. Pour le moment, personnellement, j'aime encore beaucoup utiliser des cartes physiques. Toutefois, sachez que j'ai essayé aussi la eSIM et j'ai été bien satisfaite du résultat. Si vous y allez pour une carte SIM physique au Pérou, vous avez quand même quelques choix de compagnie. Je vous invite à les magasiner sur place. Donc, vous prenez les suggestions de votre auberge, de votre hôtel, de votre Airbnb concernant les meilleures compagnies et ensuite vous rendez chez Claro directement, chez Entel, chez Vodafone pour aller comparer les prix et les forfaits qui peuvent changer au fil des semaines, des mois et des années. Au moment où je suis ici au Pérou, moi j'ai trouvé un forfait à 40 sols pour un mois avec 25 gigs d'Internet et appels illimités au Canada et aux États-Unis. Ce qui a été très aidant dans le cas où j'ai dû appeler mon assurance pour une condition de santé à déclarer. L'avantage d'une eSIM, c'est que vous faites les démarches de la maison et vous ne perdez aucun temps en voyage à faire cette démarche administrative. Tandis que la carte SIM physique, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle vous donne un numéro de téléphone dans le pays. Donc, si vous avez des appels à faire pour des réservations, des guides, n'importe quoi, c'est plus facile de le faire car vous avez un numéro local. Prévoyez tout de même une bonne trentaine de minutes seulement pour l'installation, le choix du forfait, tout ça, sans compter le temps d'attente en magasin. Pour l'argent, sachez qu'au Pérou, il y a des frais de 5% supplémentaires si vous payez avec la carte de crédit. Donc, c'est un des pays où on doit encore prévoir apporter quand même une bonne quantité d'argent liquide pour vous éviter des frais de retrait une fois ici ou des frais supplémentaires en payant avec votre carte de crédit. Oui, tu m'en vas au marché, moi, là? Tu vas venir avec moi? Ben, j'arrive de là, mais il faut que j'aille chercher de l'argent de l'argent comptant. Ils prennent pas les cartes. Ils prennent pas la carte encore. Ben non, partout. Ton Mais guichet l'ami a dit, ils prennent les cartes partout, mais pas au Pérou, ça a l'air. on va retourner au guichet. Ouais, OK. Bon, encore une fois au guichet, tu sais, comme si on payait tout avec la carte. Ça fait que 100 fois que j'ai un guichet, là. Si toutefois vous devez aller dans un guichet, je vous suggère de le magasiner. Si vous êtes des membres de la Scotiabank, il y a des guichets partout au Pérou. Sinon, on s'est fait recommander la banque qui s'appelle Banco de la Nación, qui aurait le moins de frais de retrait. C'est quand même 5 $ à chaque retrait que vous faites. Banco de la Nación, c'est la même chose que Multired. Le Pérou est un énorme pays et selon votre itinéraire, vous devrez choisir entre l'autobus voyageur ou l'avion. Sachez que si vous achetez des billets d'avion, il est très important en bookant votre billet de vérifier quel bagage est inclus parce que dans les vols internes, les billets les moins chers ne comprennent qu'un bagage à main et je ne parle même pas de carry-on, je parle vraiment d'un format là, quasiment sacoche, donc quelque chose d'assez petit. Donc, assurez-vous en bookant votre billet que vous avez bien le bon nombre de bagages requis. Si jamais vous faites un achat de billets que vous n'avez pas eu le bon nombre de bagages, lors de votre check-in, on va vous demander si vous voulez ajouter un bagage. C'est le bon moment pour le faire. Je vous l'assure, ça va vous coûter moins cher de faire l'ajout de bagages par Internet lors du check-in qu'une fois rendu à l'aéroport.
Pour ce qui est de l'itinéraire, eh bien, dans ce voyage, j'ai refait encore une fois l'itinéraire classique, donc un peu la route qu'on dit des gringos. Donc, on passe par Lima, Arequipa, le canyon de Colca, le lac Titicaca, Cusco, la vallée sacrée et le Machu Picchu. Nous y avons passé 3 semaines et je vous dirais que ce n'était pas de trop. Le Pérou est un énorme pays, donc ça prend du temps de se déplacer, mais aussi c'est un pays qui est rempli de belles choses à visiter et à découvrir. Les villes sont très agréables et vous allez aimer vous y poser pendant quelques jours, je peux vous l'assurer, excepté peut-être à Lima. Donc, parlant de Lima, je vous recommande bien sûr de prendre une journée pour explorer le centre historique. Vous pouvez vous y poser parce que Lima, c'est une énorme ville avec beaucoup de trafic. Donc, si vous voulez peut-être passer une nuit en centre-ville pour aller voir le centre historique, faire le free walking tour. Je vous rappelle qu'il y a des free walking tours dans toutes les grandes villes du monde, donc dans plusieurs villes ici au Pérou. Et ça vous permet de découvrir un peu les points d'intérêt, les bons restaurants, des petits trucs techniques de temps en temps, comment fonctionnent les transports. Donc profitez-en pour visiter le centre historique. Ensuite, si vous désirez passer plus de temps à Lima, je vous suggère fortement d'aller à Barranco. Miraflores, c'est le quartier dont on entend le plus parler. Personnellement, je n'aime pas Miraflores. Vous pouvez aller passer un après-midi, aller voir le Parc des Amours, aller voir le spectacle de fontaines illuminées en soirée. Mais pour ce qui est du charme, des petits marchés, d'une tonne de petits cafés, de restaurants, je suggère fortement Barranco, qui est un quartier bohème beaucoup plus agréable que tout le reste de Lima. Sachez toutefois que c'est le plus loin de l'aéroport, donc à prévoir lors de votre retour à l'aéroport. Nous, vous voyez, on prévoit 1h30 de transport là, juste pour être certain d'arriver à temps pour notre avion. Si je continue sur l'itinéraire, nous avons passé 3 nuits à Arequipa. Ce n'était pas de trop, je vous l'assure. Arequipa est une très belle ville avec des volcans, avec plusieurs choses à découvrir, dont le fameux monastère. D'ailleurs, parlant du monastère, nous vous recommandons de prendre un guide sur place, donc à l'entrée du monastère. C'est moins cher, ils connaissent bien leur matière et il y a des visites possibles en français. Donc, bref, randonnée de volcans, cours de cuisine. Arequipa est vraiment une belle ville très charmante et c'est de là que vous pouvez partir pour aller faire le canyon de Colca. Le Pérou est un pays beaucoup plus élevé en altitude que le Canada. Donc, c'est vraiment important en arrivant dans le pays de prendre le temps de vous acclimater à l'altitude. En arrivant à Arequipa, il est fortement recommandé de prendre 1 ou 2 journées de repos, dans le sens que vous pouvez aller marcher dans la ville, prendre un café, mais ne pas faire de grandes activités physiques. Ensuite, si vous allez faire le canyon de Colca, c'est à une altitude là, de plus de 4000 mètres, ce qui est très brutal pour notre corps canadien, très peu habitué à cette hauteur. L'expédition d'une journée, honnêtement, personnellement, je ne la recommande pas vraiment. Ça, c'est un goût personnel. Je trouve que c'est quelque chose qui est trop rapide, ne nous laisse pas assez de temps pour être dans le canyon, pour voir les condors. Et c'est très brutal sur le corps. Je n'ai pas eu des si bons commentaires des 2 jours non plus pour aller dormir dans le canyon et tout ça. Donc, j'ai l'impression que le canyon de Colca, c'est quelque chose à voir, mais c'est quelque chose qui est difficile pour le corps et je ne suis pas certaine de la formule idéale pour le visiter. Sachez que, bref, si vous faites le tour d'une journée, ça va vite, c'est beaucoup de matériel à assimiler. Et c'est ça, je suis pas certaine que la dépense en vaut tant que ça la chandelle. Ensuite, nous nous sommes dirigés vers le lac Titicaca, vers Puno. On a pris, nous, un bus qui nous menait directement du canyon de Colca jusqu'à Puno, ce qui était une journée extrêmement épuisante. Arequipa, canyon de Colca, c'était déjà un 4 ou 5 heures de route. Puis ensuite, du canyon de Colca jusqu'à Puno, c'était comme un 7 heures de route. Ça, c'est sans compter les arrêts touristiques.
Alors, vous pouvez imaginer que c'est une très grosse journée. Puno comme telle, une ville qui a quand même un certain charme. Moi, c'est ma 3e, 4e fois au Pérou. Je ne m'étais jamais arrêtée à Puno au niveau de lac Titicaca, ça ne m'attirait pas. Je l'ai fait cette fois-ci avec mon groupe de voyageurs et ça a été un coup de cœur pour moi dans le voyage. Nous avons décidé de passer une nuit sur le lac Titicaca, donc on était hébergés dans une famille. Ma crainte était qu'encore une fois, ce soit très touristique, que ce soit pas authentique. J'aime pas beaucoup les tours organisés. Finalement, j'ai été agréablement surprise. Je vais vous mettre en référence l'auberge à laquelle on est allé, parce que la dame qui tient cette auberge, d'ailleurs, cette femme m'a permis de donner son numéro de WhatsApp. Donc, si jamais vous voulez ses coordonnées privées, je vais aussi les mettre dans la description. Vous pouvez m'écrire si jamais ça ne fonctionne pas. Donc, bref, cette dame nous a booké un tour qui en valait vraiment la peine. Un tour qui ressemble à tous les autres tours. C'est juste que nous, elle nous a donné l'occasion d'aller faire du kayak sur le lac Titicaca, qu'on est très, très, très contente d'avoir fait. Ça coûtait 205 sols. Le tour kayak avec les repas de compris, la nuit sur l'île d'Amantani dans une famille et le transport aussi pour nous ramener à bon port. Nous sommes donc partis en kayak. Ensuite, on s'est arrêté sur une île flottante. Et ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas tous les bateaux qui s'arrêtent sur les mêmes îles. Donc, il y a plusieurs familles qui vivent encore sur des îles flottantes. Et on nous a expliqué qu'il y a une rotation. Donc, la journée qu'on était là, c'était par exemple les îles du Sud qui recevaient les touristes. Mais la journée suivante, ça aurait été les îles du Nord. Et ils vont comme ça en alternance pour que ce soit équitable envers toutes les familles. Et chaque famille reçoit un groupe de touristes. Ce que je trouve formidable, ça leur donne une chance de faire vivre leur culture, de nous parler de leur mode de vie et de vendre aussi leur artisanat directement à des touristes. Ensuite, nous avons pris une embarcation pour nous rendre sur une deuxième île, donc l'île d'Ouros, qui est un peu comme la capitale. On a pris un petit café. Et ensuite, on s'est dirigé en bateau à moteur cette fois-là jusqu'à l'île d'Amantani où des familles nous ont accueillis. Encore une fois, c'est une question de rotation. Donc, pendant la semaine où on était là, c'était, je me souviens pas du nom de la communauté, mais c'était cette communauté-là qui nous recevait. Eh bien, les prochaines vagues de touristes qui allaient arriver allaient être reçues par une autre communauté de l'île d'Amantani. Toutes les familles se divisent le surplus monétaire, donc elles sont payées pour recevoir les touristes, elles sont payées pour la nourriture qu'elles nous font et le surplus est donné à la communauté pour le bien de la communauté. Ce que je trouve quand même vraiment exceptionnel. Donc, ils nous cuisinent des bons repas, on a une chambre et en soirée, ils nous accueillent avec une fête, avec de la musique et nous habillent dans leurs habits traditionnels et vraiment tout le village vient à la fête. Moi, j'ai demandé à ma famille, est-ce que vous trouvez ça redondant, plate de faire des fêtes comme ça chaque jour? Puis ils ont dit non, on est vraiment contents de faire ça avec les gens puis de vous faire découvrir notre culture. Pour nous, c'est une fête à chaque soir. Donc, j'étais vraiment contente d'entendre ça. Après l'île d'Amantani, on est de retour à Puno où on a booké un transport privé pour nous rendre jusqu'à Cusco. Donc, de Puno à Cusco, on a le choix des autobus qui nous rendent du point A au point B et c'est une longue route d'environ 7 heures. Nous, comme nous étions un groupe de 8 personnes, on en a profité pour se booker un transport privé qui revenait à pas tant plus cher qu'un bus voyageur avec des arrêts. Donc, on a pu faire quand même plusieurs arrêts. Je vous mets ça en image. Ça a vraiment valu la peine. À Cusco, nous avons passé 3 nuits tout d'abord. Encore une fois, on est toujours en altitude, donc on laisse une chance au corps. Hein. Le lac Titicaca, c'est le lac le plus haut au monde. À Cusco aussi, on est en altitude, donc on se donne une chance de marcher lentement. C'est normal qu'on soit plus essoufflé. Et on a profité pour visiter la ville de Cusco. Ensuite, nous sommes partis 2 jours dans la vallée sacrée, donc même 3 jours. Une journée de tour guidé pour aller voir différents villages et on s'est arrêté à Ollantaytambo. Une fois à Ollantaytambo, on a passé
une seule nuit. C'est vraiment un beau village. Pour moi, ça a été un autre coup de cœur. Donc, le lac Titicaca et Ollantaytambo, 2 coups de cœur. Si vous pouvez passer une nuit minimum, je vous le recommande. Sinon, peut-être 2, même pour profiter vraiment de l'ambiance. C'est l'ambiance de Ollantaytambo qui est tellement... Il y a quelque chose, on dirait, qui est hors du temps, qui est authentique. C'est vraiment beau. Rempli de tourisme, mais quand même très intéressant. De là, on prend le train pour le Machu Picchu. Et d'ailleurs, sachez que c'est la seule option pour se rendre au Machu Picchu. C'est soit le train ou la marche. Donc, à votre choix. Et ensuite, on a passé une journée au Machu Picchu. Le fameux Machu Picchu, c'est aujourd'hui extrêmement touristique. Donc, vos attentes d'avoir quelque chose de bucolique et d'authentique, oubliez ça. C'est divisé en circuits. Le circuit le plus apprécié est le circuit numéro 2. Vous devez le réserver plusieurs mois en avance. Nous, on a réservé 2 mois, je crois, en avance et on n'a pas pu avoir le billet qu'on voulait. Il a fallu qu'on le paye le double du prix pour le circuit numéro 2 sur Get Your Guide. Donc, si vous êtes mal pris, allez sur Get Your Guide, vous allez réussir à avoir un billet, mais c'est au double du prix. À notre retour à Cusco, on a passé encore 3 nuits et ce n'était pas trop. La région de Cusco est très belle à visiter. Je vous suggère fortement de faire une expédition d'une journée à Pisac. Nous, une partie du groupe s'y est rendue de façon autonome, donc sans tour guidé. Ça a été un de leurs coups de cœur, cette visite libre à Pisac. De Cusco, bien sûr, vous pouvez faire plusieurs autres expéditions, dont les montagnes arc-en-ciel. On fait attention en allant aux montagnes arc-en-ciel, c'est du 5000 mètres d'altitude. Donc, si vous avez déjà des problèmes avec l'altitude à Cusco, on oublie l'expédition aux montagnes arc-en-ciel. Ils ont découvert un deuxième site relativement récemment, donc vous pouvez vous informer, qui est moins exigeant au niveau physique et moins élevé en altitude aussi. J'ignore le nom de ce deuxième site. Toutes les expéditions qui vont dans la jungle aussi, en Amazonie, tout ça, ça peut partir de Cusco. Donc, il faut en profiter pour aller faire un petit tour dans la jungle. Et sinon, eh bien, à partir de Cusco, vous pouvez prendre l'autobus ou l'avion pour revenir vers Lima. Et nous, on a passé 4 nuits à Lima pour nos dernières journées. J'avais vraiment peur que ce soit trop. Finalement, honnêtement, j'ai vraiment du bon temps. Donc, j'ai passé une journée à visiter Barranco. Ensuite, on est parti une journée d'expédition à Paracas et Huacachina. Nous, on a réussi à avoir l'expédition à 99 $ US, mais en général, c'était du 140, 150 US, 170 US. Ça a vraiment valu la peine. Je vous mets des images, vous allez voir que c'est une journée bien remplie, mais qui a vraiment, vraiment valu la peine. Et ensuite, en revenant à Lima, donc on a passé une journée à Miraflores. Miraflores, je trouve que ça vaut pas la peine, mais tant qu'à avoir du temps à Lima, oui, pourquoi pas visiter Miraflores. Et pour notre dernière journée, on est toujours à Barranco et moi, ça me fait tellement plaisir d'être encore à Barranco parce qu'un de mes grands coups de cœur au Pérou, ça a été la nourriture. Alors, d'avoir une journée de plus à Barranco, bien, ça me permet d'aller dans plusieurs petits cafés pour prendre une petite bouchée ici et là pour une dernière fois avant mon retour au Québec. J'avais donné beaucoup de conseils à mes voyageuses avant le départ, dont plusieurs conseils se sont avérés très utiles, mais dont quelques-uns, on a bien ri, étaient complètement inadaptés. Tout d'abord, il fait froid au Pérou. C'est vrai qu'il fait froid au Pérou, mais ça dépend de la saison à laquelle vous y allez. Nous sommes ici au mois de septembre et on a été très surprises par la chaleur générale dans le pays. Ah, les oiseaux! C'est qu'il faisait froid! Il fait frais au Pérou! Il fait frais au Pérou, hein, qu'elle disait? Fait frais? Habillez-vous chaud! Il fait frais au Pérou! Habillez-vous chaud! Hein? Je sais pas dans quel Pérou qu'elle est habillée, là, Mélanie, là, mais... Ouh! Bon, je vais prendre une douche, je suis trop chaud.
Et j'avais aussi dit que les douches seraient froides, mais ce n'était pas le cas. Donc, ça dépend peut-être de la chance qu'on a. J'ai eu des voyages au Pérou où je n'ai eu que des douches froides, mais ce voyage-ci, j'ai été très chanceuse, je n'ai eu que des douches chaudes. Lison! Lison! Ben, ça fait 30 minutes que t'es là! J'ai envie! Faut que j'aille faire l'eau toilette, la diarrhée! Une douche, là, j'y viens! Ben oui, mais moi aussi, là, j'ai besoin, c'est urgent! Excuse-moi. Elle est tellement bonne, là! Oh! Ta diarrhée? Oui! Bon, ben, écoute, vas-y. Je pense que je vais retourner. Fait que fais ça vite. Je vais retourner. OK! J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, mes conseils. Et si ça vous intéresse, je vous invite à visiter mon site web où vous trouverez mon article sur le Pérou.